J'ai un exemple à te donner. Il y a quelques mois de cela, on a une créatrice de contenu qui a obtenu le certificat et malgré ça, elle avait en tête que quand elle mentionnait le partenariat, les algorithmes et des plateformes sanctionnaient la performance de son post. Si tu écris collaboration, collaboration l'algorithme commerciale. va pas te mettre en avant, c'est ça? Voilà, exactement. C'est faux. Et bien malgré ça, elle a fait une alerte, continuer en remplaçant les O de collaboration par des 0, L de collaboration par des 1. Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. On a travaillé avec des acteurs qui sont spécialisés dans le marketing d'influence et avec eux, on construit des algos qui vont identifier un champ lexical à teneur commerciale. J'ai été invité par, je remercie la marque. Avec l'évolution rapide des réseaux sociaux, comment vous êtes adapté? En fait, on agit sur deux leviers. Le premier, c'est la pédagogie, comme je le disais. L'autre levier, c'est le contrôle. Alors, le certificat d'influence responsable, on vient de franchir la barre des 1000 créateurs certifiés. Ça représente combien d'abonnés, en fait, tous ces influenceurs? C'est 450 millions d'abonnés. Le consommateur qui n'y connaît rien, qui suit plein d'influenceurs, comment est-ce qu'il pourrait distinguer d'influenceurs qui sont, entre guillemets, peu recommandables aujourd'hui? Bonjour à tous, bienvenue sur Finfluence. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Mohamed, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous présenter l'ARP, en quoi ça consiste, etc. Bonjour Jaoulan. Merci d'être là. En fait. Avec plaisir Jaoulan. Bien volontiers. Donc je suis Mohamed Mansouri, effectivement, directeur délégué de l'ARPP. Et l'ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est une émanation de l'interprofession publicitaire, des marques, des agences, des médias, mais pas uniquement, parce que dans la gouvernance de l'ARP, il y a un quatrième collège, c'est la société civile, les associations de consommateurs, représentées par 2 sièges. Et ensemble, ces acteurs, ils vont définir des bonnes pratiques, des règles déontologiques, et ils vont s'engager à les respecter. On ne date pas d'hier, puisqu'on a été créé en 1935, à l'époque c'était l'Office de contrôle des annonces. Et parmi ces règles déontologiques, on va retrouver des règles transversales, comme le respect de l'image de la personne humaine, la protection des enfants, et des règles sectorielles sur les jeux d'argent, par exemple, et aussi donc sur la publicité financière. Les services opérationnels de l'ARP sont chargés de veiller au contrôle et au respect de ces règles, mais on fait beaucoup de pédagogie aussi. Ok, bon bah écoute, super. Et justement, avec l'évolution rapide des réseaux sociaux, vous êtes un organisme historique. Avec l'évolution rapide des réseaux sociaux, comment vous êtes adapté et comment vous avez fait évoluer un petit peu l'ARP? En fait, on agit sur 2 leviers. Le premier, c'est la pédagogie, comme je le disais. Donc là, on va accompagner à peu près 800 entreprises adhérentes. On va rendre des conseils. L'an dernier, on a rendu près de 25 000 conseils. Mais on va aussi organiser des formations pour faire cette pédagogie. On va lancer aussi on a lancé un certificat à destination des créateurs de contenu. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie pédagogie. L'autre levier, c'est le contrôle. Parce que finalement, toutes ces règles, elles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et dans le contrôle, en fait, on va faire du monitoring. Il y a des observatoires, l'observatoire de l'influence responsable, on en parlera. Mais il y a aussi un organisme de sanction. Il y a une instance de sanction qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire. Attention, ce n'est pas les tribunaux qui se prononcent sur la loi. Là, on est sur la base de règles déontologiques. Et c'est une instance indépendante qui est aujourd'hui présidée par des magistrats, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, le président et vice-président, et des personnes issues de la société civile. Et la sanction, ça va être le name and shame, l'atteinte réputationnelle, la publication d'une décision. Donc voilà comment on agit sur le digital. Pour rester à la pointe, en fait, on se fait beaucoup aider par des technos avancés. L'Observatoire de l'influence responsable, il se base sur de l'IA, sur de l'intelligence artificielle, qui vont nous remonter automatiquement des hypothèses de collaboration commerciale. Mais derrière, il y a un travail humain, parce que sans humain, c'est pas possible de toute manière. Ah d'accord, c'est incroyable, je ne savais pas. Ouais. Donc en fait, votre IA, elle vous permet de détecter des collaborations qui seraient masquées, en fait, c'est ça? Absolument. Et aussi autre chose. En fait, on a travaillé avec des acteurs qui sont spécialisés dans le marketing d'influence, qui sont chargés de la mise en relation marque et influenceurs. Ce sont des fournisseurs de technologies. Ces acteurs, c'est Reach, Tracker, CallSquare. Et avec eux, on construit des algos qui vont identifier un champ lexical à teneur commerciale. J'ai été invité par, je remercie la marque, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un système de regex. Je ne sais pas si ça te parle. C'est donc des expressions régulières, en fait. Et ça va nous remonter. Et au fur et à mesure qu'on validera ou invalidera les manquements, ça nous remonte sur un tableau de bord, et ça va améliorer les taux de précision de ces algorithmes. On travaille aussi avec un acteur qui est Sicara, qui est spécialisé dans la computer vision, dans l'intelligence artificielle. Là, on est plus sur la partie image. Et on a le projet de se lancer aussi dans la détection, dans la retranscription speech-to-text du discours à l'écrit, de telle sorte à ce qu'on puisse détecter dans les discours d'influenceurs des mots-clés qui seraient susceptibles de porter d'être non conformes à la réglementation,
comme crypto ou comme d'autres termes. Donc, ce n'est pas uniquement sur la transparence, c'est aussi sur des verticales, des règles comme la lutte contre le greenwashing. Donc, on a une liste d'allégations environnementales. C'est aussi valable pour la finance dite durable, hein, mais c'est aussi valable pour le secteur de la finance. On va avoir des mots-clés qui vont être utilisés pour nous faire remonter des contenus d'influenceurs, des finfluenceurs. Ah, mais d'accord, ouais, ok. Et une fois que ces mots-clés, justement, ils vous sont remontés, une fois que vous avez toute cet algo et même cette IA qui travaille justement là-dessus, est-ce que après vous avez une vérification manuelle d'une personne Il y a une vérification manuelle dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Observatoire de l'influence responsable dont on parle, il a été lancé en 2019. C'est d'abord une approche très manuelle. On a analysé 500 contenus. Très vite, on a souhaité s'adosser à ces contenus, à ces technos, et nous remonte par an 30 000 contenus. Et là, sur la dernière année, où les résultats ils vont aujourd'hui en tout cas être publiés le 26 septembre, on a réussi grâce à ces technos à analyser 30 000 contenus sur l'année 2022. Mais au total, si on ajoute ceux du premier semestre 2023, on est à 54 000 contenus, ce qui est colossal. Mais derrière, il y aura toujours un humain, des juristes en fait, à l'ARP, dont c'est le travail, dont c'est le métier, qui vont qualifier le manquement, ils vont regarder si c'est conforme ou non aux règles de transparence, mais pas que, aux autres règles déontologiques, comme par exemple les comportements alimentaires, l'alcool, puisqu'en France on a la loi E20 qui est très sévère, d'autres verticales sectorielles, et les recommandations de l'ARP sur la publicité financière en font partie. Ok, et justement, mais il y a une évolution qui est quand même assez incroyable, ça veut dire que vous en avez eu 24 000 seulement au premier semestre, c'est ça? Ouais. Et donc potentiellement aux alentours de 50 000, ce qui fait une grosse évolution par rapport à la fin de l'année, Ouais. une grosse évolution par rapport à 2022. Comment vous êtes structuré? Est-ce que vous allez être en capacité justement d'absorber un petit peu toutes ces vérifications, je ne sais pas, dans les années à venir Alors c'est tout l'enjeu en fait de ce qu'on appelle nous la tech for good, en français la technologie au service de l'éthique. Et c'est des échanges qu'on a avec nos homologues européens. On a d'ailleurs un groupe de travail qui s'appelle le Data Driven Self-Regulation Committee. Désolé pour les anglicismes et l'anglais, mais c'est un groupe de travail dont l'objet en fait, c'est de voir comment les technologies peuvent nous aider à mieux réguler les contenus publicitaires. Pour cela, on a vraiment, c'est une croyance forte à l'ARP. Ça fait maintenant depuis quelques années, on travaille sur des technos justement pour nous aider à mieux réguler le digital et éviter qu'il y ait des trous dans la raquette, parce qu'on n'est pas non plus staffé pour tout contrôler. Et l'objectif, c'est aussi de se défaire des tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer, permettre aux juristes de se concentrer sur leur métier, qui est le syllogisme, la prestation juridique. Et donc voilà, il faut qu'il y ait un premier tri qui soit fait. Et on a quand même gagné 30% du temps à l'époque où on allait nous-mêmes sur des sites ou sur les réseaux sociaux pour récupérer tout cela. Et bien aujourd'hui, maintenant, on a des intégrations d'API, des plateformes, parce que c'est de ça dont il s'agit. On intègre les API de Meta et des autres plateformes. Et on a donc l'ensemble de ces éléments qui nous remontent via ces partenaires tech. Ok, bon, bah, c'est super. Et tu as parlé tout à l'heure d'une collaboration avec plus de 800 entreprises. Oui. Comment est-ce que c'est structuré tout ça? Avec qui vous collaborez? Est-ce que vous collaborez avec des influenceurs, des finfluenceurs, mais aussi avec des entreprises? Comment est-ce que ça marche? L'ARP, c'est une association de loi 1901 qui ne vit que par la cotisation de ses membres. En fait. Donc on a des membres, des collèges, donc des collèges annonceurs, agences, médias, et ensemble, ces acteurs qui adhèrent à l'ARP, ils prennent un engagement fort de respecter ces règles. Et donc ils vont aussi donner de leur temps pour construire ce cadre déontologique. Et pour l'influence commerciale, l'observatoire, il y a un comité interprofessionnel qui va piloter cet observatoire. Donc on va retrouver des marques, des organisations professionnelles, d'abord les représentants de la profession, l'Union des marques pour les annonceurs, la ACC pour les agences conseillères en communication, l'UDECAM pour les agences médias, le SCRP pour les agences en relations publiques, l'UMIC, la très récente UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui a été créé il y a quelques mois à l'occasion des échanges avec Bercy. Et ensemble, ces acteurs, ainsi que des acteurs économiques comme les plateformes, les agences, et ça, au regard des résultats de cet observatoire, ils vont prendre des décisions. Ils vont acter, en fonction des résultats, ils vont acter d'un plan d'action très concret. Et le certificat en fait partie, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que le taux de manquement était beaucoup plus élevé chez les petits influenceurs, en fait. Et le comité de suivi s'est dit, là, il y a un gros enjeu pédagogique. Les créateurs de contenu, c'est des émetteurs de publicité. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs audiences, qui sont des consommateurs, au même titre que n'importe quel média. D'ailleurs, il y a des influenceurs qui se disent disposer d'une ligne éditoriale, les créateurs de contenu, qui ont une ligne éditoriale parce qu'ils gèrent un média, puis c'est de quiconque. Et donc, ils ont une responsabilité, comme n'importe quel média, en tant qu'émetteur de publicité. Il faut faire cette formation, leur permettre d'apprendre ce cadre légal et déontologique.
Ok. Et aujourd'hui, il y a combien d'influenceurs qui ont fait vraiment cette formation et qui ont... Alors, le certificat d'influence responsable, on vient de franchir la barre des 1000 créateurs certifiés. 1000 créateurs de tout type. On a des gros influenceurs comme Lena Situation, Hugo Décrypte, Bilal Hassani, et des plus petits, même des tout petits influenceurs qui ont à cœur de connaître ce cadre légal et déontologique. Et ces influenceurs, il faut le souligner, c'est qu'ils prennent un engagement. Ils prennent un engagement de respecter les règles. Et c'est là où on reboucle sur l'observatoire. Si on constate des manquements au regard de ces règles, eh bien, on va agir. Ok, bah c'est génial. Ça représente combien de... Tout mis bout à bout, est-ce que vous avez... Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais ça représente combien d'abonnés, en fait, tous ces influenceurs qui sont aujourd'hui, qui ont le certificat C'est une excellente question. Les audiences cumulées de ces 1000 créateurs certifiés, on a fait le calcul il n'y a pas longtemps, c'est 450 millions d'abonnés. Ok. Donc il y a un impact qui est fort. Et l'impact du certificat est aussi très fort parce qu'on s'est amusé, entre guillemets, à comparer ce qu'ils avaient publié avant obtention du certificat et après obtention du certificat. Avant obtention, parmi cette liste de créateurs certifiés, il y a 22% des contenus qui ne sont pas transparents sur l'intention commerciale. Ce taux de manquement, il chute à 1% après obtention du certificat. D'accord. Finalement, une règle, quand elle est connue, elle est respectée dans l'immense majorité des cas. Ok, c'est une approche qui est extrêmement optimiste. Ça, c'est génial parce qu'on a tendance, c'est vrai, à se dire que les influenceurs cachent volontairement des informations et qui sont, entre guillemets, voilà, qui sont plutôt attirés par l'appât du gain. Ouais. Finalement, ce que tu défends, d'après ce que j'entends, c'est simplement de la méconnaissance, en fait, ouais. Sur le fait qu'ils ne sont pas éduqués à être voilà, vraiment carrés dans les clous au niveau de l'influence responsable. Mais tout à fait. Il y a eu énormément il y a eu un gros focus, beaucoup de bruit médiatique autour des influx voleurs, cette polémique des influx voleurs. Il faut savoir que ça concerne quelques dizaines de créateurs qui souvent opèrent leurs arnaques depuis l'étranger. Et ça représente vraiment une goutte d'eau dans l'océan des créateurs de contenu. Il y a plus de 150 000 créateurs de contenu en France. Donc une trentaine de personnes, c'est 0,0x%. Non, l'immense majorité des acteurs ont à cœur de bien faire leur métier parce que c'est un métier et le certificat est là pour les aider à se professionnaliser, tout comme le certificat option produits financiers aussi. Ok, ah, mais c'est super. Et est-ce que tu pourrais un petit peu décrire les sanctions qui sont mises en place, peut-être avec un exemple, si tu as un exemple de quelqu'un? Alors oui, on doit avoir un exemple. Alors les sanctions, en fait, on s'accorde une forme de riposte. Tu l'as compris, en fait, on est plutôt sur la pédagogie plutôt que sur la sanction. Ouais. Les autorités, la DGCCRF, dont le rôle, c'est de sanctionner. On le voit aujourd'hui, il y a des mises en demeure, des injonctions, des amendes qui sont mises en œuvre par la DGCCRF. Nous, on est plutôt sur la pédagogie. On va s'accorder une forme de riposte graduée. En fait, si on constate un manquement chez un influenceur certifié, qui, malgré sa formation, malgré sa connaissance, continue à commettre des impairs, des non-conformités, on va commencer par une simple alerte. Ça peut être un DM sur Instagram. Si on voit qu'il y a une récurrence, on peut monter et jusqu'à la suspension, voire le retrait du certificat. Voire jusqu'à la saisine du jury de déontologie publicitaire dont je te parlais en introduction, qui est donc cette instance de sanction indépendante et qui œuvre sur le name and shame. J'ai un exemple à te donner. Ouais, il y a quelques mois de cela, on a une créatrice de contenu qui a obtenu le certificat et malgré ça, elle avait en tête que quand elle mentionnait le partenariat, genre collaboration, les algorithmes des plateformes sanctionnaient la performance de son post. Il y a une légende urbaine dans le secteur qui a circulé, je ne sais pas si elle circule encore, peut-être un peu moins, selon laquelle si tu es transparent, ton post marchera moins bien. Si tu écris collaboration... Si tu écris collaboration l'algorithme va pas te mettre en avant, c'est ça? Voilà, exactement. Ah oui, et c'est vrai ou pas? C'est faux. Des plateformes elles-mêmes ont pris position là-dessus, publiquement, on peut le dire. Il y a Meta qui a posté un compte depuis son compte Instagram qui s'appelle Creators. Pour tordre le coup à cette idée, on a des créateurs, créatrices de contenu qui nous disent que les posts qui ont le mieux marché sont des posts sponsorisés, même si c'est pas l'immense, loin de la majorité des posts qu'ils font, ils sont d'abord organiques. Et bien malgré ça, elle persistait, elle continuait malgré des alertes. Alors elle a commencé à mettre collaboration en caractère gris clair sur fond blanc, donc un très mauvais contraste. On lui a fait une alerte, elle a continué en remplaçant les O de collaboration par des 0 et le L de collaboration par des 1. Ah oui, d'accord. Et ça a entraîné une suspension de son certificat, ce qui est une sanction qui peut être vénielle, mais en fait qui peut être très grave pour le créateur de contenu, surtout quand elle travaille avec des marques
qui l'ont rendu obligatoire. Ça veut dire plus de collaboration commerciale pour cette personne, en fait. Et donc là, la sanction, elle est plus par la finance. On coupe la source de revenus du créateur de contenu par un retrait du certificat. Ok, donc en fait, la sanction, moi, ce que je remarque, c'est quand même dans votre démarche, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a plusieurs alertes, plusieurs avertissements avant de prendre une sanction. La sanction en elle-même, elle peut paraître un petit peu simple, c'est-à-dire que juste on retire le certificat. Mais finalement, il y a des entreprises, donc ça c'est intéressant, c'est une bonne transition, il y a des entreprises qui ne travaillent qu'avec des influenceurs qui ont ce certificat. Absolument, il y a des marques qui l'ont rendu obligatoire. Okay. On peut citer des marques comme les fromageries Bell, comme L'Oréal, comme la Banque Postale, comme Samsung, comme Club Med. Ça, c'est des marques qui l'ont rendu obligatoire. Il y en a d'autres qui communiquent pas ou peu parfois sur le fait qu'il l'ait rendu obligatoire, mais en tout cas, c'est dans les contrats. Puis on a aussi les intermédiaires, les agences, les agents aussi qui le rendent aussi obligatoire et veulent créer une forme d'offre brand safe pour les marques, justement avec des pools d'influenceurs, de créateurs certifiés par l'ARP, donc le rendre obligatoire. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a atteint, grâce à l'action de tous, à l'œuvre de chaque acteur dans la chaîne de valeur, en fait, va apporter sa pierre à l'édifice pour rendre le secteur plus vertueux et rendre finalement le numérique de manière plus sain, en fait, en faire un environnement plus sain. Chaque acteur a son rôle à jouer pour le rendre obligatoire d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Ok, bah oui, effectivement, c'est une grosse motivation. Là, aujourd'hui, je suis un influenceur, imaginons, et je souhaite justement professionnaliser mon approche. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que je vais sur le site de l'ARP et je m'inscris? Comment ça se passe? Concrètement, il y a d'abord un formulaire d'inscription avec toute une série d'informations qu'il va falloir renseigner, parce qu'il y a un examen d'éligibilité qui est quand même fait. C'est via ce formulaire aussi que le créateur de contenu s'engage à respecter les règles déontologiques, et ce qui justifie le fait qu'on lui retire le certificat s'il ne respecte pas ces règles-là. Parmi l'examen d'éligibilité, les conditions d'obtention du certificat, en fait, c'est d'abord être un créateur de contenu qui collabore avec des marques. Il s'agit en fait d'influence commerciale, telle que définie par la loi récemment d'ailleurs. Il ne faut pas avoir commis non plus des pratiques commerciales trompeuses graves. Ça, on se réserve la possibilité de refuser l'accès au certificat. Alors ça peut paraître un peu étrange, finalement, on a bien sûr tous le droit à l'erreur, et si on a commis des erreurs, on a le droit de se former. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce sont des conditions, on va dire, ça correspond à des situations un peu particulières où on souhaite faire un peu plus d'examen sur le positionnement de l'influenceur et sur ce qu'il a pu poster par le passé, un peu de due diligence. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, comme exemple de... Ça peut être la vente de contrefaçons, ça peut être de produits dangereux, non autorisés. C'est souvent ça, en fait. C'est des problématiques liées aux produits. Okay. Puisque sur la transparence et la méconnaissance d'un cadre, c'est vraiment sciemment, on vend des choses interdites et qui sont dangereuses, qui exposent la santé et la sécurité des consommateurs. Par exemple avec du dropshipping ou... Via notamment des dispositifs de dropshipping qui en soi ne sont pas illicites. Et la loi sur l'influence commerciale l'a rappelé, il y a des informations à apporter dans la publicité dorénavant sur le dropshipping, notamment sur l'identité du fournisseur et s'assurer de la réalité des stocks, par exemple. C'est sur le produit en tant que tel, des produits illicites, en fait. Okay. Mais ce n'est pas pour autant qu'on lui interdira l'accès. Il a bien sûr, tous les influenceurs ont le droit de se former, mais on sera beaucoup plus vigilant, en tout cas. On va s'assurer aussi qu'il n'y a pas trop de fake followers, en fait, qu'il n'y ait pas une part, parce que parfois on peut se retrouver bien malgré soi avec des faux abonnés. Ce sont les bots qui fonctionnent comme ça sur les réseaux sociaux. Donc on va vérifier qu'au-delà d'un certain seuil, via des outils de nos partenaires tech, mais on va retrouver ces mêmes outils sur Hype Auditor, on ne dépasse pas un certain pourcentage de fake followers. Mais c'est génial. Est-ce que peut-être tu as un outil à partager, je ne sais pas, à nos auditeurs pour mesurer ça, les fake followers d'une personne? Est-ce qu'il y a des outils gratuits qui existent? Alors, outils gratuits, je ne sais pas. Nous, on utilise beaucoup de solutions en SaaS qui sont proposées par des acteurs comme Reach, CallSquare. Je sais qu'il y a un acteur qui est spécialisé sur la fiabilité des données, c'est Hype Auditor. Qui est très pointu sur ces sujets-là. Donc voilà. Ceci n'est pas un post sponsorisé, je tiens à le préciser. En plus, là, on est vraiment dans le thème. Tout à fait.
Donc vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fake follower, Voilà. vous vérifiez qu'il n'ait pas fait par le passé vendu des produits qui étaient clairement, en plus en connaissance de cause, clairement soit défectueux, soit comment dire, des contrefaçons ou des choses comme ça. Et il faut qu'il ait déjà fait des partenariats. Tout à fait. Ça veut dire qu'un influenceur qui souhaite commencer des partenariats n'a pas le droit théoriquement de s'inscrire. Alors, c'est du cas par cas quand même. On va vérifier quand même son intention de vouloir tisser des partenariats. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'aider ceux qui ont à cœur d'en faire leur métier et eux en priorité, en fait. Donc, mais c'est finalement une analyse au cas par cas. Mais ce sont des conditions d'éligibilité qu'on retrouve dans nos conditions générales. Ok. Et donc, une fois qu'il a renseigné un petit peu, qu'il a rempli son dossier, il y a quelqu'un de chez vous, en fait, c'est ça, qui vérifie son dossier, tout à fait, s'il est éligible ou pas, et à ce moment-là, il reçoit un mail, je sais pas, pour pouvoir en fait, suivre la formation. Exactement. Donc, il y a un paiement, il y a des frais d'inscription, quand même, qui vont varier selon le nombre d'abonnés. Si on a moins de 100 000 abonnés, les frais d'inscription, c'est 49 € TTC. Entre 100 000 et 1 million d'abonnés, c'est 89 € TTC. Au-delà d'un million, c'est 129 € TTC. Ah, d'accord. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix par rapport... Alors, c'est vrai qu'on était sur un flat fee de 49 € TTC. Et finalement, c'est selon l'impact, l'audience, qu'on adapte les frais d'inscription par rapport aussi au contrôle qu'on fait derrière. Il y a des créateurs de contenu qui vont mobiliser plus de ressources à l'ARP compte tenu de l'impact de potentielles pratiques déloyales. Donc, c'est un contrôle qui sera un peu plus appuyé auprès de créateurs à forte audience, compte tenu du risque, en fait. Bah oui, c'est clair. Ouais. Ok, très bien. Et donc, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu invites tous les influenceurs à vraiment suivre cette formation et passer le certificat ? C'est ce qu'on recommande. Ensuite, ça reste une approche volontaire. Ils sont libres de le passer ou pas. C'est pas obligatoire. À un moment donné, dans les débats parlementaires, au moment de la loi, il était question de le rendre obligatoire. Les outils que met en place l'autorégulation restent sur une base de volontariat. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment dans notre ADN. C'est un moyen pour eux de connaître le cadre légal, le cadre déontologique, de protéger leurs audiences, de protéger leurs consommateurs. C'est un moyen aussi de se différencier auprès des marques qui engagent quelque part aussi leurs responsabilités. Et puis il y a des enjeux de brand safety avec les marques. Donc voilà, c'est un moyen d'œuvrer aux côtés de l'ensemble de la chaîne de valeur à plus de responsabilité, plus de transparence, mais ça reste une démarche volontaire. Ok. Et pour une question, imaginons un peu concrète, quel conseil peut-être tu donnerais pour repérer un petit peu un produit qui est éthique d'un produit qui ne l'est pas forcément? Un produit qui est éthique par rapport à un produit qui ne l'est pas en finance? Non, de manière générale? De manière générale, et puis on abordera effectivement. Une publicité éthique, plutôt qu'une... C'est notre cœur de métier, c'est vraiment la publicité éthique. Ça va être une publicité déjà qui donne son nom, quelque part, qui dit qu'elle est une publicité. Il y a un principe qui est fondateur dans le droit de la publicité, c'est l'identification de la publicité. C'est pas nouveau, en fait, ce qu'on a eu dans la loi sur l'influence commerciale, le fait de devoir indiquer collaboration commerciale ou publicité. C'est un principe très ancien, qui est l'identification qu'il y a en presse, qu'on a dans le digital depuis la loi pour la confiance en l'économie numérique depuis 2004. Il faut mentionner, indiquer l'intention commerciale. D'ailleurs, ne pas le faire, c'est une pratique commerciale trompeuse. Il faut aussi indiquer l'identité de l'annonceur pour le compte duquel on fait la pub. C'est hyper important. Donc, pour qui on agit, pas avancer masqué. Ça fait partie des règles éthiques. Ensuite, une publicité éthique, c'est une publicité qui va respecter les mineurs, qui ne va pas les exposer à des contenus qui pourraient leur être préjudiciables. Que ce soit en termes de contenu, mais aussi en termes de secteurs, et des secteurs qui sont à risque, comme les jeux d'argent, comme l'alcool, principalement pour des jeunes publics. C'est aussi une publicité qui ne va pas véhiculer des stéréotypes sexistes. Donc là, il y a une recommandation éthique, image et respect de la personne humaine, qui va poser les principes de décence, de dignité, de violence, à ne pas représenter en publicité. C'est aussi une publicité qui sera loyale dans l'usage de son allégation, de son positionnement environnemental. Si on a une allégation environnementale à utiliser, il faut qu'elle soit fondée, il faut qu'elle soit véridique, il faut qu'on puisse la vérifier sur le terrain. Il faut, dans la publicité, donner des éléments qui puissent permettre aux consommateurs de vérifier que les actions environnementales qui sont revendiquées par la marque sont réelles. Sinon, c'est de l'éco-blanchiment, du greenwashing en anglais. Ça fait partie de l'éthique aussi, même si pour beaucoup de ces règles que je te donne, en fait, elles ont, pour certaines d'entre elles, été basculées dans le droit positif. Ce sont des règles éthiques. C'est ça une publicité éthique au sens général. C'est l'ensemble de ces règles déontologiques qui nous animent et qui sont dans le cœur de
de l'ARP, et pas au niveau national, mais au niveau mondial. On va retrouver dans un code international qui s'appelle le code ICC de la Chambre de commerce internationale, International Chamber of Commerce, où il y a un code de bonne conduite et qui est partagé au niveau mondial. En fait, ce sont des règles qui dépassent largement les frontières. Ce sont des règles de bon sens, en fait. Donc le greenwashing, c'est quelque chose qui est surveillé dans le monde entier? Alors oui, de plus en plus. C'est vrai que c'est une excellente question. C'est peut-être le petit dernier qui, à l'opposé de ces autres principes, et là encore très récemment, l'Union européenne est en train d'œuvrer justement pour instituer un délit de greenwashing au niveau européen. On en a un depuis 2021 au niveau national, en fait. Mais avant, c'était des principes d'autorégulation, en fait. Oui, donc c'est en phase de devenir une règle internationale, tout à fait. Ok. Et justement, la transition était parfaite tout à l'heure. Au niveau de la finance, Ouais. c'est un secteur qui est quand même particulier, avec l'essor vraiment des cryptos, des NFT, de tous les produits un peu de finance participative, etc., qu'on a vu apparaître ces dernières années. J'ai pas mal de questions là-dessus. Déjà, comment vous êtes adapté par rapport... Est-ce que vous êtes adapté? Je connais la réponse, mais par rapport à ce secteur-là, comment vous... quels sont les projets qui vont arriver par rapport à ça, etc. Sur ce secteur spécifique, on a l'immense chance de bénéficier de l'expertise de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Depuis 2011, on a une convention de partenariat avec l'AMF, où l'ARP et l'AMF sont parfaitement alignés sur le fait de devoir œuvrer en faveur d'une communication qui soit claire, exacte et non trompeuse, loyale. Cette convention de partenariat, on l'a étendue l'an dernier aux cryptoactifs et aux influenceurs. C'est là qu'est née l'idée en fait, de lancer un certificat option publicité financière. Donc on a déjà cette expertise. Ce sont des métiers qui sont quand même des secteurs qui sont très spécifiques et cette expertise, elle nous est d'une grande, très précieuse pour l'ARP. Ça nous permet de gérer nos activités de monitoring. Si on a des doutes, on peut se rapprocher d'eux, on va bénéficier de leur expertise. Là-dessus, si la question se porte peut-être principalement sur les cryptoactifs, oui, et les NFT. Et les NFT, on va d'abord nous assurer que est-ce que l'annonceur ou le service a bien accès aux communications commerciales? Est-ce qu'il a le droit de faire de la publicité? Là-dessus, les règles sont assez claires, proposées par l'AMF. Il faut être un prestataire de service qui soit enregistré ou agréé un PSAN pour les actifs numériques. Donc, et la loi sur l'influence commerciale l'a rappelé, il y a un principe d'interdiction, sauf pour les acteurs enregistrés. Et pour les ICO, pour le financement participatif, c'est un visa qui est obligatoire. Donc on va vérifier, il y a des listes blanches de ces acteurs, on va vérifier s'ils sont bien habilités ou pas. Je crois qu'en parallèle aussi, l'AMF et EP, ils ont des tableaux d'alerte où ils émettent des informations sur des acteurs en fait, qui ne sont pas du tout conformes au cadre légal. Donc on va s'appuyer sur ces outils mis à disposition de l'AMF pour nous assurer déjà que la publicité a bien accès l'acteur, en tout cas le prestataire en question, a bien accès aux communications commerciales pour fournir ses services, quels que soient les fournisseurs. Il y a 4 services en fait qui sont visés. C'est les services d'achat et de revente d'actifs numériques, c'est les services de stockage ou de change en fait en monnaie qui ont cours légal, ou des prestataires qui opèrent des plateformes qui permettent la négociation des actifs numériques. Pour ces services-là, il faut être agréé. Une fois qu'on a coché la case accès à la publicité, on va vérifier, là c'est plus notre métier, la loyauté. Ce qui est dit, est-ce que c'est loyal ou non? Et là, on va vérifier, est-ce qu'il parle bien des risques? Et c'est valable pour tous les produits financiers. Est-ce qu'il y a bien un équilibre qui est respecté entre les risques et les performances? Et d'autres aspects là qui sont beaucoup plus éthiques que réglementaires, c'est est-ce qu'il ne présente pas le produit ou le service comme... Il n'y a pas une analogie faite avec le jeu d'argent, ou bien avec la réussite... la supériorité sociale, la réussite financière, le fait de montrer qu'on a réussi sa vie, qu'en limite on n'aurait plus à travailler ou autre. C'est vraiment cette présentation-là qui nous permettra de déterminer si la communication elle est éthique ou non en fait. Ok. Oui, par exemple, oui, les traders à Dubaï qui affichent un petit peu leur argent grâce à leurs signaux de trading. Absolument. Ok. Et justement, par exemple, imaginons que quelqu'un tombe sur un trader de Dubaï qui affiche ça avec ses signaux. Comment il fait pour vous le signaler? Est-ce qu'il vous tag dans les commentaires? Est-ce qu'il vous l'envoie ou... Il a plusieurs biais, il a plusieurs canaux qui lui sont ouverts. Il y a le jury de déontologie publicitaire, il peut porter lui-même plainte directement auprès de ce jury. À
Du moment où on a une recommandation déontologique, on a même 4 recommandations déontologiques sur la publicité financière, sur les biens et produits atypiques, sur les produits et services financiers, sur les crypto-actifs, sur les produits à effet de levier qui exposent au Forex. Donc, chacune de ces textes a des dispositions déontologiques. Il peut porter plainte sur la base de ces règles, de ces textes déontologiques. Et si effectivement c'est estimé fondé par le jury, la sanction, ce sera le name and shame, comme je le disais. Après, si ça relève du réglementaire, on a une convention de partenariat avec l'AMF. Rien ne nous empêche aussi de transmettre le dossier à l'AMF pour des sanctions qui soient pour le coup, relèvent du droit dur, en fait. Et c'est quoi? C'est plutôt du pénal ou quand même pas? Ça relève du pénal. Ça relève du pénal, carrément. Ok, donc il peut y avoir des sanctions qui sont... Il peut y avoir des sanctions pénales, mais qui seront donc prononcées par l'AMF, oui. pas par l'ARP. Ok. Il y a ce canal quand même d'information qui est fait entre l'ARP. Nous-mêmes aussi, ça c'est important de le signaler, c'est qu'on a des canaux de signalement privilégiés avec les plateformes. Encore dernièrement, en début d'année, on a créé un canal de signalement avec Meta qui fonctionne super bien. Et on l'a éprouvé pour des cas de publicité financière. Quand on constate dans le cadre de l'observatoire ou quand il y a des plaintes qui sont de contenu non conforme, parce que justement, on va parler que des performances sans les identifier comme passées et en laissant entendre qu'elles préjugent des performances à venir, par exemple, ça, si on le signale via notre canal privilégié à Meta, dans quasiment 100% des cas, a interrompu la campagne, a supprimé le contenu. Donc ça a le mérite, en fait, on ferme le robinet finalement. En combien de temps ? Ça va très vite, c'est maximum 48 heures. On s'est rendu compte, en moyenne, qu'en 48 heures, même maximum 48 heures, parce qu'on a pu avoir des réponses dans la journée, grâce à ces canaux de signalement privilégiés mis en œuvre entre l'ARPP et c'est génial, parce que justement, Meta, c'est très compliqué, alors sauf depuis qu'ils ont mis en place la certification payante, mais sinon, c'était très compliqué pour un influenceur ou un feedfluenceur de communiquer directement avec la plateforme, justement, pour en cas de sanction qui serait potentiellement, en tout cas, pas justifiée ou sur un malentendu, etc. Il y a pas mal de comptes qui ont été un peu bloqués pendant 24 heures pour un petit peu... il y a eu quelques anomalies qui ont été faites. Et savoir que vous avez ce canal un peu privilégié, ça peut être rassurant aussi pour un influenceur responsable qui est justement... un petit peu, qui a le certificat de la RPP et qui aurait potentiellement vous comme contact. Je sais pas. Tout à fait, absolument. Et c'est vrai beaucoup de créateurs de contenu se rapprochent de l'ARP en ce sens aussi. Ils souhaitent eux-mêmes aussi préserver la valeur du certificat qu'ils sont obtenus. Tout à fait. Ok, très intéressant. Et justement, sur le... tu as parlé tout à l'heure donc du certificat avec option pour la finance responsable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Bien sûr. En fait, l'AMF et l'ARP, on est parti d'un constat qu'il fallait aider le secteur à se professionnaliser et protéger les épargnants. Il y avait 2 enjeux qu'on avait identifiés. On avait déjà le certificat généraliste qui, lui, permet pendant une bonne demi-journée à n'importe quel créateur de contenu, lifestyle, mode, voyage ou autre, de se former en règles de transparence, de protection des mineurs, la loi E20, les produits cosmétiques, des choses très, très simples. Et donc, c'est un parcours qui donne lieu à un examen. On s'est dit qu'on allait créer une option, comme on l'a déjà fait pour les jeux d'argent, qui sont des secteurs aussi à risque, en tout cas pour lesquels il faut protéger les publics, notamment les plus jeunes. On s'est dit qu'on allait faire la même chose avec l'AMF, et c'est là où on a eu cette immense chance d'obtenir de bénéficier de l'expertise de l'AMF pour produire ce module qui va porter sur plein d'aspects, qui va définir, par exemple, c'est quoi un ETF, c'est quoi une action, de manière très simple, très didactique, avec des infographies, des motion design. Aussi, quelles sont les règles applicables au trading, à la recommandation d'investissement, quels sont les produits interdits, le CIF, le Conseil en investissement financier, le statut, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la frontière entre une simple information, la formation ou du conseil en investissement financier, où se situe la frontière, les sanctions encourues aussi. Donc tout cela, on l'a construit, on l'a bâti avec l'AMF dans l'objectif de professionnaliser le secteur, les aider. Donc l'objectif, c'est de donner les clés d'une communication qui soit loyale, qui soit claire, exacte, non trompeuse, protectrice des consommateurs, avec un engagement qui est pris quand même par le créateur, c'est de respecter ces règles. C'est là où
on reboucle encore une fois sur l'observatoire. C'est dans ce cadre-là en fait qu'on fait le contrôle, je dis déjà. Mais ça, c'est génial. On en parlait justement en off, puisque pour Sherwoods, donc la société qu'on a fondée, en gros, le principe, c'est que c'est une agence digitale spécialisée dans la finance. Donc on met en relation des boîtes plutôt institutionnelles, donc souvent des boîtes cotées avec des finfluenceurs. Et on avait vraiment ce défi-là de former, éduquer, sensibiliser les finfluenceurs. Le fait de travailler justement en collaboration, d'avoir, au niveau du timing, ça colle parfaitement, d'avoir ce nouveau certificat, cette nouvelle spécialisation entre guillemets, cette option dans le certificat qui soit dans la finance, ça c'est génial. Et le fait, tu t'en parlais tout à l'heure, que tout le monde joue le jeu entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ait un engagement qui est pris entre le finfluenceur et la RPP. Donc il doit pas, une fois qu'il respecte les règles, une fois qu'il est formé, il doit pas dépasser les règles. Mais s'il n'a pas le certificat, il va pas non plus travailler avec d'autres boîtes. Et donc en fait, il y a une énorme protection qui est mise en place, qui est peut-être méconnue du grand public, mais qui est vraiment mise en place un petit peu en coulisses, ou en tout cas qui est pas forcément très connue du consommateur, de l'investisseur débutant qui s'intéresse, et de l'épargnant qui s'intéresse et qui a envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est très intéressant justement d'avoir pu discuter avec toi de tout ça. J'avais 2-3 petites questions supplémentaires. Pour un finfluenceur qui justement veut professionnaliser son approche, qui veut passer ce module, c'est des petites questions un peu pratiques, mais est-ce qu'il doit passer et l'influence classique et l'influence avec l'option, ou simplement avec l'option? Il va être formé aux produits cosmétiques, aux shampoings et aux crèmes. C'est pour ça que je pourrais... pourquoi pas? Il va l'être. Pourquoi pas? C'est toi qui va l'être. Okay. Parce qu'on part du principe que, évidemment, quand on évolue dans un secteur, mais il est préférable déjà de connaître les règles transversales, parce que quand on fait de la finance, déjà, on peut faire de la finance durable, on peut avoir recours à l'allégation environnementale. Et là-dessus, d'ailleurs, la recommandation de l'ARP le rappelle, c'est qu'il faut respecter la loyauté quand on a recours à une allégation environnementale, y compris en finance. Sinon, on peut aussi commettre du greenwashing dans le secteur de la finance. Donc, ils vont suivre aussi ces règles transversales. Et au final, qui dit à l'avenir qu'ils ne font pas des collaborations avec des marques de cosmétiques ou des marques de jeux d'argent ou autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le souhait, à la fois qu'ils suivent tous ce parcours généraliste, plus l'option produits financiers. Je tiens aussi à faire un point là-dessus, si tu es OK, c'est Bercy a publié un guide aussi de bonne conduite à destination des influenceurs. Ce guide, on l'a intégré dans le tronc commun. Et c'est hyper important aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses très bien faites dans ce guide qui résume les droits et devoirs des influenceurs, qui dépassent largement le cadre de la communication commerciale, de la pub même, mais sur le statut d'entrepreneur, sur la fiscalité, etc. C'est plutôt c'est aussi notre souhait aussi, c'est que ces créateurs de contenu, ils accèdent à ce guide de bonne conduite qui est très bien fait et qui a été publié par le ministère de l'économie et des finances. Ok. Donc en fait, la démarche, elle est vraiment pédagogique de A à Z. Ouais. C'est vrai que donc on avait eu l'occasion de parler en off, là en reparlant comme ça pendant le podcast, je me rends compte que c'est presque essentiel. Ça devrait être même d'ailleurs plus connu, plus partagé peut-être par les influenceurs. Est-ce que peut-être tu aurais une remarque par rapport à ça, sur le fait qu'on devrait diffuser plus, comment on pourrait diffuser plus cette information, comment on pourrait sensibiliser à la fois les consommateurs et les influenceurs ou les finfluenceurs? Alors c'est vrai que c'est le rôle de tous en fait, l'influence responsable, c'est vraiment l'affaire de tous, et il y a un acteur particulier avec lequel on a constaté et qui a une force d'impact incroyable sur les plateformes. Les plateformes en matière d'éducation des créateurs de contenu, mais aussi des audiences, mais des créateurs de contenu sur le cadre légal, le cadre déontologique, ça fonctionne hyper bien. On a fait une campagne avec Meta, fin d'année dernière, en décembre 2022, avec une créatrice de contenu qui s'appelle Cassandra Cano, qui totalise 3 millions d'abonnés sur TikTok et 1 million sur Instagram, en tout cas à l'époque, dont le contenu, en fait, ça vise à rappeler les bonnes pratiques éthiques, de transparence, le certificat. On a fait 31 millions de vues avec cette vidéo, ce qui est colossal, parce qu'on a un acteur comme Meta derrière ce type de campagne. Donc, les plateformes ont un rôle clé à jouer dans l'éducation des créateurs. On le fait aussi avec d'autres plateformes comme TikTok, qui a fourni un module à part entière au sein du certificat
sur la transparence. Donc, c'est vraiment une personne de chez TikTok qui prend la parole dans le parcours. Idem avec Google, qui est aussi adhérent à l'ARP, où on va organiser des masterclass. Ils vont réunir leurs créateurs et on va prendre la parole pour les sensibiliser au cadre légal, au cadre éthique, sur des sujets définis, en fait, des topics, des thèmes définis comme la finance. Donc voilà, donc avec les plateformes, ça fonctionne. Mais c'est aussi l'affaire de tous. On fait ça aussi avec des acteurs, des agences, des plateformes spécialisées comme Webedia. On a fait des capsules douzaines à faire, à ne pas faire, qui sont diffusées sur notre compte Instagram, en rendant hyper accessible la règle. Est-ce que j'ai le droit de représenter un véhicule sur un espace naturel, oui ou non? Et donc, ce qui est hyper important, c'est toujours d'embarquer avec soi un créateur de contenu, justement, parce que finalement, rien de tel qu'un créateur de contenu pour sensibiliser ses pairs, en fait. Et aussi, surtout, pour avoir l'audience et le bon impact, en fait, pour cibler et faire la promotion de ces bonnes pratiques. Parce que les créateurs de contenu, comment ils sont motivés d'eux-mêmes? C'est d'eux-mêmes qui souhaitent faire ça, ou est-ce qu'ils sont un petit peu motivés par les grandes plateformes comme Meta? Il y a de tout. Il y a le créateur de contenu qui va souhaiter se professionnaliser. Et pour lui, donc, ça va être une démarche purement de son initiative, en fait, Okay. seul ou via son agent. Certains vont se sentir un peu contraints parce que des marques l'auront imposé dans le contrat et donc il faut passer le certificat. D'autres ont vraiment un souhait d'être les ambassadeurs du certificat. On a travaillé avec des créatrices et créateurs de contenu qui vraiment mentionnent, portent les valeurs du certificat. C'est le cas par exemple de Claire Pétréau, qui est fondatrice aussi du média Les Pépites Vertes, qui parle très très bien du certificat et qui a vraiment à cœur et sur les sujets en lien avec l'urgence et que le dérèglement climatique et le développement durable portent les valeurs du certificat. Donc il y a des ambassadeurs chez les créateurs et créatrices de contenu et c'est souvent de leur initiative. Ils ont à cœur vraiment de préserver finalement leur métier, la confiance qu'ils entretiennent avec leurs audiences, parce que c'est le seul moyen finalement de se projeter dans l'avenir. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de marché possible. Ok, bah c'est très rassurant, très optimiste aussi, je trouve, comme vision. Du début à la fin, finalement, la vision que tu as de l'influence aujourd'hui, c'est plutôt une vision positive. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de sensibiliser, d'éduquer et d'enseigner en fait à tous ces influenceurs à avoir une communication qui soit responsable. Le consommateur qui n'y connaît rien et qui arrive et qui suit plein d'influenceurs. Tu as parlé tout à l'heure, voilà, vraiment des critères à regarder pour vérifier, voilà, qu'une publicité soit vraiment éthique. Comment est-ce qu'il pourrait distinguer, avant justement l'affaire qu'on a eue récemment, mais comment est-ce qu'il pourrait distinguer carrément des influenceurs? Est-ce qu'il y a une sorte de liste sur Internet, une blacklist ou quelque chose comme ça, d'influenceurs qui sont, entre guillemets, peu recommandables ou pas aujourd'hui? Alors nous, on a l'inverse plutôt. On publie les créateurs certifiés par module, par version de certificat, et ça, c'est sur notre liste. Donc on est plutôt sur la liste, on va valoriser les profils qui sont certifiés. Okay. À l'inverse, je sais qu'on a certains de nos homologues à l'étranger qui, eux, vont publier, par exemple au UK, des listes noires de créateurs de contenu. Nous, on est plutôt sur la valorisation des bons profils. On laisse le soin aux autorités de gérer ces listes noires, de sanctionner les mauvais acteurs pour les cas, les manquements les plus graves. Est-ce que vous avez une blacklist de votre côté au niveau de la RPP? Alors bien sûr, il y a des créateurs de contenu qu'on va suivre de manière plus rapprochée que d'autres, parce qu'il y a des signalements qui nous sont faits, parfois de créateurs de contenu eux-mêmes, qui signalent les mauvaises pratiques d'autres influenceurs, les consommateurs évidemment. C'est sûr qu'Instagram est un canal, on a vraiment, c'est un canal privilégié de collecte d'informations sur ces aspects-là. On a beaucoup de DM en ce sens. Mais voilà, donc nous, on est plutôt sur la liste blanche. Et aussi une API. On a développé une API qui permet à des plateformes tierces d'interroger la liste des créateurs certifiés et de les afficher sur leur plateforme. Donc un acteur, par exemple, qui opère une plateforme de mise en relation marque-influenceur. Par exemple, Sherwood pourrait très bien présenter via cette API les créateurs de contenu certifiés au titre de l'option publicité financière via cette API qui est toute simple à intégrer. D'accord. Et l'API, elle affiche en fait, en gros, qui ont le certificat. La version, l'option, la date d'obtention, le statut du certificat, est-ce qu'il est délivré, suspendu ou retiré. Voilà, c'est une série. Il y a tout un jeu de métadonnées par créateur qui est
qui est intégrable par des systèmes tiers. Ah, mais c'est génial. Et le créateur lui-même peut afficher ça sur son site s'il le souhaite, absolument. Il peut l'afficher. Alors, il y a un point hyper important, et c'est particulièrement valable pour le certificat option produits financiers. C'est pas une accréditation, le certificat. C'est une attestation de suivi d'un programme pédagogique. On sait qu'il y a un risque, il y a une valeur à préserver de ce certificat, et on sait qu'il y a un risque de présentation de ce certificat comme une accréditation, surtout si on prodigue des formations, des informations, en disant, voilà, cette formation, elle est certifiée ARP, ou pire, ARP, AMF, au motif qu'on a co-construit ce certificat. C'est complètement une utilisation abusive du certificat. Dans les conditions, c'est vraiment une attestation de suivi d'un parcours pédagogique et un engagement de respecter les règles, et rien d'autre. On peut avoir la même approche pour des influenceurs dits B2B aussi, qui vont vouloir un peu certifier leur formation qu'ils vont vendre. En fait, c'est pas une accréditation. Il y a une possibilité pour ces vendeurs-là de certifier leur formation par l'ARP ou l'AMF? Alors non, pas par l'ARP, peut-être par l'AMF. Ça, c'est une question peut-être à leur poser directement. J'en ai pas la connaissance. Mais l'ARP, non, en fait. Vous certifiez une personne, en fait, une communication. Et surtout, le périmètre statutaire de l'ARP, c'est la protection du consommateur. Donc, on est vraiment sur la communication B2C. Vraiment, donc une communication loyale, véridique, saine, en protégeant le consommateur citoyen. Ok, très bien. Peut-être un dernier mot. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, quelque chose le site de l'AMF, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a des motion design sur notre chaîne YouTube, notamment sur les produits. Donc l'ARP. De l'ARP, en fait. Okay. Donc, avec la possibilité d'accéder à toutes ces règles qui sont vulgarisées de manière très simple. Nous suivre sur Instagram aussi, on fait beaucoup d'infographies, beaucoup de vulgarisation. Et puis, s'il y a une recommandation à donner aux épargnants, c'est évidemment... s'il y a un créateur, un influenceur qui ne parle que des performances d'un produit, que des gains et jamais des pertes, qui a vraiment une présentation complètement disproportionnée, et surtout s'il y a une invitation à poursuivre les échanges au travers d'un canal privé type, on ne va pas citer de marque ou autre, méfiez-vous. Oui, ok. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Mohamed. Merci à toi. C'était très instructif. Si les gens ont des questions ou plus de remarques, où est-ce qu'ils te les posent plutôt sur quel format tu préfères qu'ils te les posent? Eh bien, ils peuvent nous les poser sur influence@arp.org. Okay. L'adresse email dédiée, mais aussi sur Instagram, on répond à tous les messages. On a la gestion des contenus, le community management pour. Donc, voilà. Bon, super. ARP qui est ARPP. C'est ça. Bon, encore merci. Merci. À bientôt. À bientôt, ouais.